Dans les années 80, les artistes unissent leurs voix pour dénoncer les injustices dans le monde. Dans les années 90, la contestation s'organise à travers la mouvance altermondialiste qui prône des valeurs de démocratie, de justice économique et de protection de l'environnement. Cette contestation contre la mondialisation, ça se passe en France, ça se passe en Amérique latine, ça se passe aux États-Unis aussi. C'est très fort au Québec. On a trouvé le mot altermondialiste plus tard, là, pour dire qu'on ne s'oppose pas à la mondialisation, mais est-ce qu'elle devrait seulement se faire au profit des grandes corporations? On sentait juste que des gens qui ne pouvaient pas juste applaudir ce qui se passait béatement et dire « Wow, wait a minute, on s'en sac si on est 15 sur 1000 ». On ressent le besoin de dire attention. Là. Ça a commencé à sortir de la marginalité parce qu'il y a eu des voix, il y a eu des poètes, il y a eu des chanteurs qui l'ont porté. Je pense au Coloc, par exemple. On est des vendeurs d'or, des exploiteurs endimanchés, distributeurs de cochonneries et de bonheur préfabriqué. Pendant des années, on avait cette espèce d'image de ça serait quoi être un jeune dynamique, là, ça ressemblait à une annonce de banque, les couleurs pastel, puis les petits cheveux, puis le gel, puis tu sais, super straight, puis à un moment donné, arrivent les colocs qui disent pis si au moins il y en avait moins de pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie. Kalachnikov et compagnie pour faire rouler l'économie. Il y a plus que ça dans la vie, plus que cette course à l'enrichissement, à l'individualisme. Ça va beaucoup influencer aussi la génération qui va suivre et qui va être aussi engagée d'une manière différente, peut-être beaucoup plus active. Dans les années 2000, il y a comme eu un tournant, puis là, la musique québécoise engagée réapparaissait aussi fort que dans les années 70, on peut dire. À la base, le projet de Loco-Local, c'était un peu ça. Basé ça sur la parole, sur ce qu'on a appelé dans la chanson « Langage-toi », le l'engagement, c'est-à-dire l'action pour le langage et par le langage. Langage-toi, il fait du verbe, faire un verbe qui s'opère, langage-toi! C'est cette époque-là où on a commencé à entendre Cowboy Fringant, Mon oncle Serge, Mes aïeux, Vulgaire Machin. Puis tous ces groupes-là ont convergé vers le sommet des Amériques au printemps 2001 à Québec. Le sommet de Québec réunit tous les chefs d'État des Amériques pour négocier une zone de libre-échange. Les altermondialistes s'y donnent rendez-vous en espérant faire échouer les négociations. Le sommet des Amériques à Québec a été assez réveillant pour bien du monde. C'est-à-dire, attends une minute, là, ils s'en viennent prendre la belle ville, la carte postale de Québec comme fond de toute leur affaire. Puis nous autres, on n'a même pas notre mot à dire là-dedans. On est en train de voir finalement la collusion entre les gouvernements et les grandes compagnies. Et là, c'est pour ça que les gens se rassemblent, qu'il y a une prise de position. Nous sommes gouvernés par des puissances non élues. La bourse, par exemple, décide, en spéculant sur les grains de maïs, peut faire monter le prix des grains de maïs et faire en sorte que les Mexicains et les Sud-Américains qui se nourrissent de maïs ne puissent plus se nourrir. Le gouvernement s'en balance, se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance, un peu comme le ferait un butcher. Je pense que la cible de choix dans les années 2000, ça va être les méga corporations. C'est le méchant homme d'affaires, c'est les bandits à cravate avec des attachés caisses remplis d'argent. Et de tout d'un coup, ça devient un symbole. Le sommet des Amériques, on était aux barricades. On s'est fait gazer, on s'est fait poivrer. C'est là que m'ont été inspiré l'analogie médiévale de la chanson La bataille des murailles. Pour nous, le Colocasse, ce printemps-là, ça a été notre baptême, je dirais, de citoyens engagés, là, dans le sens où on a compris que la musique qu'on faisait, elle pouvait servir jusqu'aux barricades. Là. Souvent, l'artiste, c'est « Ouais, c'est ça que je voulais dire ». L'espèce de sentiment où il y a quelque chose qui te trotte dans la tête, puis l'artiste, c'est lui qui trouve les mots, qui trouve le ton. Les monarques unis pour abattre les clôtures se sont réunis entre quatre murs afin que le plus petit de leurs murmures meure sous le cliquetis des armures. L'heure est au leurre à la bataille des murailles. Il y a des critiques des artistes qui disent « Ah, ils sont tous du même bord, alors ils vont se faire du capital politique en appuyant ces causes-là. » Non, c'est que la conscience nationale, ce qui fait partie d'une conscience nationale, est toujours plus inspirant pour des artistes qu'un projet de chambre de commerce.
manif contre la guerre en Irak, ça a été un des moments où le Québec s'est vu dans la rue pour la première fois. On fait un effort là, pour empêcher le Canada de suivre Bush dans sa guerre en Irak. C'était à l'échelle mondiale le plus grand succès d'une marche de contestation qu'il y a eu. On s'est retrouvés à presque 300 000 personnes dans les rues de Montréal. Il n'y avait pas de raison de faire cette guerre. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive là-bas. Saddam Hussein n'était pas un allié d'Al-Qaïda, c'était un ennemi. On était quand même des centaines de milliers dans les rues, au gros fret, à braver notre climat qui est un défi à la mobilisation pendant 5 mois au moins. Il y avait quelque chose de grisant. On voyait du monde en veston-cravate, pas juste des poils avec des dreads, tu sais. Le profil type du citoyen mobilisé s'est élargi. Ça a été des vagues. De temps en temps, t'étais juste une petite gang de marginaux jamais contents. Puis à un moment donné, oups, ça devient une population, ça devient la rue, ça devient plus large comme manifestation. Et là, tout d'un coup, ben, le ton des éditoriaux change, puis certains politiciens adaptent leur discours et certains vont jusqu'à adapter leur politique et leurs suggestions. Et c'est par vague comme ça. À la fin de la décennie, la crise financière américaine crée une onde de choc à travers le monde. Devant les abus du capitalisme financier, un vent d'indignation se lève aux 4 coins de la planète et donne naissance au mouvement Occupy. Je suis un homme de l'Occident, j'aime les belles blondes, j'aime le pouvoir. On occupait à New York, on occupait à Londres, à Montréal. On s'est rendu compte qu'ailleurs, des populations qui pouvaient nous ressembler par le mode de vie en venaient aux mêmes indignations et aux mêmes actions pour essayer de brasser puis de changer les choses. Je suis un homme de l'Occident, et pour moi l'argent c'est la gloire. Moi, je suis horripilé de voir les salaires des banquiers. Les mêmes que Obama a sauvés s'en sont mis plein les poches peu après. Ça, là, c'est inacceptable. Ça, c'est indigne. L'indignation, ça peut être contre plein d'affaires, mais je pense que c'était surtout contre qu'il faut toujours rassurer les marchés, qu'il faut toujours faire rouler l'économie et que on a beau parler d'environnement, ce qui suit à la pause, c'est une annonce de char. J'annonce donc qu'à l'automne 2012 et à chacune des 4 années suivantes, les droits annuels de scolarité augmenteront de 325 $. Au printemps 2012, face à l'augmentation des frais de scolarité, les associations étudiantes déclenchent ce qui deviendra la plus longue grève de l'histoire du Québec. Depuis 40 ans au Québec, lorsqu'il est question des droits de scolarité, on le sait que ça suscite ce genre de réaction. Le 22 mars, 80% des étudiants sont en grève et 200 000 personnes défilent pacifiquement dans les rues de la métropole. Place au printemps érable. Ne les entends-tu pas, bruyantes comme le tonnerre, marcher au pas de loi. Ça a été marquant parce que c'est venu d'une génération dont on s'était laissé dire qu'elle était apathique et désintéressée de la politique. Et soudainement, ils apparaissent nombreux, solidaires, créatifs, drôles. Ils ont pris tout le monde par surprise, y compris eux-mêmes, je pense. Il n'y a personne qui va me faire croire qu'en augmentant les frais, ça ne va pas toucher la fréquentation des universités. Donc, avec une augmentation du droit de scolarité de 82 1778, ça pouvait faire monter, et on l'a calculé, l'endettement étudiant jusqu'à 24-25 000 $ seulement pour un baccalauréat. L'argument, c'est « ouais, mais on a les moins chers en Amérique, il faut se ramener à la moyenne américaine ». Ça, c'est de la foutaise. C'est comme de dire « ah, mais on ne paye pas beaucoup d'électricité, il faut se ramener à la moyenne nord-américaine ». Pourquoi on ne paye pas d'électricité? Parce qu'on a payé nos barrages collectivement. Marcher à reculons pour avancer dans le bon sens. Là, on a vu que la jeunesse ne serait pas seulement un spectateur ou un figurant qu'on met dans la branche jeunesse du parti. Les médias sociaux, finalement, ont révélé qu'ils pouvaient être de
précieux, puissants instruments de soulèvement populaire. Une manifestation n'existe pas s'il n'y avait pas d'événement Facebook ou encore ce n'était pas sur Twitter. C'était difficile de lâcher Facebook là, au plus clair du printemps érable parce qu'il y avait plein d'affaires drôles, belles, notamment. Il y a eu une esthétique. Sommes issus d'un sol immense qui nous a dissémétisés. Très tôt, nous, on a été contactés par les jeunes de l'école de la Montagne-Rouge, qui étaient des étudiants en graphisme de l'UQAM, qui ont dit, nous, on a un local à l'université et on s'occupe de fournir aux grévistes les slogans, les pancartes, tout le matériel visuel, l'enrobage graphique visuel. Nous sommes des créateurs, pas des créatures, pas des caricatures. Mai 68 nous a nécessairement influencés dans la façon dont ils travaillaient les affiches, les images avec les mots. Alors, c'est des affiches qui sont super simplifiées. C'est des affiches imprimées de façon rudimentaire. Moi, j'ai vu des slogans, des affiches. Je trouve qu'ils sont brillants. Le sens de communication de la pub appliqué à des idéaux, appliqué à des valeurs, par du monde qui le font bénévolement parce qu'ils y croient. Vous autres, vous faites des affiches, des T-shirts, nous autres, on fait de la musique. On va se rejoindre ensemble, puis on va ensemble alimenter cette contestation-là. Quand tu es dans la manifestation, ton affiche, si c'est toi qui l'as fait ou si c'est nous, puis tu l'as choisi, puis tu dis, moi, c'est cette affiche-là que je veux, tu portes tes idées, puis ça, c'est important de physiquement avoir qu'est-ce qu'on pense. Tour à tour, elles prendront la tête du peloton, le temps d'une gouvernance. Les chansons qui vont rester marquantes de cet événement-là, c'est Les Oies sauvages de mes aïeux. Belle leçon que ces oiseaux font, obstinés et filets. Ça a été en fait une chanson qu'on a beaucoup jouée lorsqu'on était sur la route. Les gens l'écoutaient pour se donner de l'espoir, pour se donner le goût de continuer, puis se donner un nouveau souffle. Fier de tous ces efforts. Dans le monde qu'ils veulent, qu'ils expriment, j'ai reconnu beaucoup de mes valeurs. L'étincelle est venue d'une jeune génération qui sont rapidement été appuyés par des X comme moi qui avaient espéré que ça arrive tout le temps, des boomers qui avaient continué d'être idéalistes et qui n'étaient pas rentrés dans l'espèce de rêve formaté néolibéral consommateur. Si on sortait de notre tanière, ben avant le printemps. Le carré rouge, pour nous, c'est un très beau symbole d'une lutte de gens qui disent « Nous ne voulons pas que l'éducation serve à des buts uniquement mercantiles. » C'était pour être carrément dans le rouge, ce qui signifiait un peu d'être dans la marge de crédit. Tout le monde en même temps. On a vu Arcade Fire se rendre à l'émission Saturday Night Live avec le carré rouge, accompagnant Mick Jagger. Il y a Xavier Dolan qui a porté le carré rouge à Cannes. Donc, ça a vraiment rayonné. Ça a fait la une des journaux un peu partout. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que c'est une génération qui se lève. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui va marquer les jeunes qui sont ici. Ils sont arrivés sans cynisme, avec un esprit critique, articulé. C'était presque gênant pour la partie politique de confronter les jeunes tellement c'était des politiciens bredouillants qui maîtrisaient très mal le langage. Il y avait une nouvelle génération, il y avait des arguments, des argumentaires, une pensée philosophique en arrière de leurs propos, pas seulement une opposition à juste la hausse. Là. Quel genre de société on veut? Est-ce qu'on veut une société solidaire ou une société du chacun pour soi? Madame Beauchamp vient d'allonger... Il y a eu une arrogance du pouvoir habitué de lutter contre un phénomène marginal. Moi, j'ai trouvé ça d'un mépris complet que le gouvernement attende autant de temps avant de rencontrer les étudiants. C'est pas possible qu'un gouvernement ignore une manifestation où il y a plus de 200 000 marcheurs. Moi, je portais pas le carré rouge jusqu'à temps que je voyais que Jean Charest était en train d'essayer de le démoniser puis d'associer ça à la violence, alors que la part des manifestations avait été admirablement pacifique. Le carré rouge égale violence. C'est quoi? C'est égal la violence des flics envers les étudiants? Fred Pellerin, que le ministre a accusé parce qu'il portait le carré rouge d'être violent. Là, on sombre dans le kafkaïen de la chose. Charest disait
Si vous votez pour le PQ, ça va être le chaos. C'est toi le chaos. C'est toi qui le sème. C'est toi qui le semé. C'est toi qui le récolte. C'est toi qui le moissonne. Évidemment, Libérez-nous des libéraux, qui va devenir l'hymne de Loco Locasse et je pense l'hymne de la contestation. En fait, cette chanson-là était presciente puisque Biz parle d'un tonnerre de casseroles, en fait, qu'il faut descendre dans la rue comme la crue au printemps. La musique, quand elle est engagée, quand elle est bien faite, ça permet de mettre en mots une émotion. Ça génère pas la révolution, ça l'accompagne. On l'a vu à peu près dans tous les mouvements de contestation. Il y a souvent des moments où il y a une tension qui est extrêmement forte. Pensez à Victoriaville, où il y avait aussi beaucoup de provocations et franchement un dérapage de part et d'autre. Ah ouais, bon! On se tente! À mon point de vue, dans une société démocratique comme le Québec, la violence n'est pas justifiée parce qu'on peut changer les choses autrement. Il va toujours avoir tes 2-3 personnes, des espèces d'épais, tu sais, qui vont décider de péter une vitrine ou de faire quelque chose. C'est minime par rapport au nombre de gens qui sont là et avec plein de bonne volonté. Les médias se repaisent de la violence comme les vautours d'un cadavre. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est plate pour les médias. Si on commence à se battre et à se tirer des briques, là, on va avoir des images spectaculaires qui vont jouer en boucle. 3 étudiants sont grièvement blessés, dont un qui perdra l'usage d'un œil. Les médias ne focusent que sur la violence de ceux qui veulent changer les choses et ils ignorent complètement la violence institutionnelle. Les pouvoirs politiques aussi, les forces de l'ordre aussi ont avantage à montrer la violence, même à la susciter, parce que pour discréditer la partie adverse. C'est quand la mascotte de tout un mouvement, c'est un panda qui donne des hugs à la police, là, on est loin d'un mouvement terroriste, là, tu sais. L'idée d'avoir justement des emblèmes comme ça, un narco-panda qui faisait des câlins aux manifestants, ça a mis justement un élan un peu plus festif aux manifestations. Cette imagination qui a donné les manifestations. La nudité, c'est un grand état de vulnérabilité, tu sais, de transparence, d'honnêteté. Le Québec se réveille sous le règne de la peur. Je demande encore une fois au gouvernement de revenir à la raison. La loi 78, visiblement, ne fonctionne pas dans son application. Lorsque Jean Charest a voté la loi 78, ça a fouetté des gens qui étaient jusqu'alors peut-être plutôt indifférents à ce qui se passait. Je crois que ça va beaucoup plus loin que juste des cours de cette session-ci, mais c'est un enjeu de société globale. Tout d'un coup, on se disait, bon, là, c'est plus seulement les étudiants. Là, on veut limiter le droit d'expression, on veut limiter la parole. Ariane Moffat, par exemple, qui, le jour même où on vote la loi 78, on va prendre une chanson existante, la transformer, et je pense que le lendemain, cette chanson-là est en ligne. Je n'invente rien, c'est Jean Charest qui parle. Ce 17 mai au matin, je m'oppose à cette loi spéciale. La loi 78, ça a été... c'est une loi qui est liberticide. D'abord, elle prime la liberté d'expression, liberté d'association, liberté de manifestation également. Ça a été dénoncé à l'ONU, ça a été dénoncé par Amnesty International. Même des juristes sortent dans la rue pour la dénoncer. Ce qui est pire dans cette loi-là, c'est de dire la ministre de l'Éducation a le droit de vie ou de mort sur les associations étudiantes. Elle rend la cotisation étudiante dans les assos étudiantes volontaire. Autant dire que tu coupes les vies aux assos étudiantes. Si en tant que société, on n'accepte plus d'être dérangé, on est sur une pente dangereuse. Parce que c'est d'être dérangé, précisément, qui fait avancer la société. Après la loi 78, il y a beaucoup de gens qui sont sortis dehors avec des casseroles pour mettre fin au cynisme un peu, pour dire là, on va faire du bruit, on n'est pas con. Si vous en avez ras le bol, tapez sur vos casseroles. Et avec le mouvement des casseroles,
pacifique, festif, ça a été la meilleure réponse qu'on a pu donner à un gouvernement qui voulait mépriser et surtout asseoir sa jeunesse. Jean Charest devait trouver ça très dur de voir à quel point ce peuple-là était beau, uni contre lui. Nous ne sommes pas des casseurs, on fait juste un cri du cœur. Répondez à l'appel, sortez avec votre vaisselle. Moi, ce mouvement-là, je l'interprétais comme un sondage sonore sur l'impopularité du gouvernement. C'était instantané, c'était formidable. Puis moi, la rue, j'appelle ça le peuple. Je comprends bien que je me fais laisser gouverner par la rue. C'est le peuple, mon patron. L'intuition, le sentiment ne revient. En Amérique du Nord, on est de loin le peuple aux idées les plus progressistes. C'est ce qui fait que la contestation, c'est quand même vraiment important dans notre culture. Tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. Au moment même où on pense que c'est foutu, c'est fini, c'est chacun pour soi, ben, on retrouve le sain réflexe de se mettre ensemble pour le bien commun au lieu du chacun pour soi. Ce sera ton camp de base. Ce sera ton camp de base. Peu importe ce qui arrive dans le débat, somme toute accessoire là, des frais de scolarité, là, cette génération-là va avoir compris à quel point, quand elle est unie et solidaire, elle a un impact politique. Et ça, c'est très sain pour l'avenir du Québec. À chaque nouveau passage des volets d'oies sauvages, j'entends comme un appel. Une voix qui me répète que malgré les défaites, on a encore nos ailes. Dans les draps bleus du ciel.